Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Je sais pas, j'espère que ça ne s'entendra pas trop, je suis un peu enrhumée. Écoutez, nous sommes partis en vacances, toute la famille ensemble, vivre quasi pendant 7 jours dans presque la même chambre que sa fille. Forcément, ça a créé des... voilà. Et plus que des liens, ça brasse du microbe, hein. Voilà, écoutez, c'est comme ça, si l'une est malade, forcément que droit derrière, c'est maman qui prend. Et papa, hein, voilà, histoire que... Normalement, on arrive bien à se... Tu vois, un coup c'est moi, après c'est lui, ou inversement, mais non, là c'est nous deux en même temps, alors qu'elle, maintenant, elle va nickel, tu sais. Bref. Je ne suis pas là pour vous parler de nos péripéties de vacances, mais bien pour vous présenter ma liste de lecture estivale ultime. Vraiment, ces livres qui, quand je les vois, quand je repense à eux, me font immédiatement penser à l'été. C'est une liste que j'ai effectuée sur mon profil Livre Addict, vous pouvez la retrouver en barre d'infos, et dès que j'aurai lu un livre qui me semble va dans cette sélection ultime, je viendrai l'y rajouter. Peut-être qu'au fur et à mesure, maintenant que j'ai vraiment réalisé ce genre de vidéo pour les 4 saisons, voire les 5 vu qu'on compte un petit peu Noël à l'intérieur, je vais peut-être faire de temps en temps une sorte de vidéo bonus avec les ajouts que j'aurais pu effectuer dans ces listes d'année en année. Voilà, si vraiment il y a des livres qui, depuis l'année dernière, que j'ai rajouté dedans, que j'ai trouvé vraiment excellents, voilà, je n'hésiterai pas à vous refilmer des petites parties supplémentaires qui seront des vidéos beaucoup plus courtes. Comme pour chaque vidéo de cet été, je remercie énormément notre sponsor, il s'agit de l'application de lecture Nextory. À force, je sais que je n'ai plus besoin de vous les présenter, mais Nextory c'est l'application numéro 1 dans mon téléphone que j'ai toujours en ma possession, parce que justement ça me permet d'avoir du livre constamment avec moi. Sur Nextory, vous aurez bien évidemment du livre numérique, de la BD et de la presse, mais pas seulement. Le truc que j'utilise le plus sur cette application, c'est mes crédits audio. Parce que découvrir que je peux faire des choses en même temps que je lis, croyez-moi que ma vie a radicalement changé, je peux le dire, depuis que j'ai découvert que je pouvais faire ce genre de choses tout en écoutant un livre. Donc avec l'abonnement que je vous permets de tester juste ici et en lien cliquable en barre d'infos, vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement à hauteur de 15 heures de crédit audio par tranche de 30 jours. Donc pendant vos 30 premiers jours de test, vous allez avoir 15 heures de crédit audio et ensuite il y aura à nouveau 15 heures de crédit audio qui viendront se réactiver pour les 30 prochains jours de votre test. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais actuellement c'est le moment idéal, un peu comme dans toute période de l'année. Vous êtes peut-être un petit peu dehors en vadrouille, à droite à gauche, avoir un livre audio peut-être qui vous accompagne, ça peut potentiellement sauver certains de vos trajets. En tout cas, ça a été mon cas. Également, ce que je vais faire pendant toute la sélection, dès qu'un livre sera disponible sur Nextory, je lui mettrai une petite mention, histoire que vous puissiez aller peut-être écouter les premiers chapitres ou les lire directement sur votre téléphone pour voir si ça peut vous brancher, tout simplement de découvrir ce titre. Sans plus attendre, il faudra que je recheck de temps en temps ma liste que j'ai faite sur Livre Addict parce que il y en a certains que je n'ai plus en ma possession, qui sont donc soit des versions que j'ai écoutées en version audio, ou qui sont des versions numériques que je n'ai pas physiquement devant moi. Je pense que je vais peut-être commencer par celle-ci, comme ça m'évitera de les oublier. Et on va commencer avec un duo d'auteurs que j'ai découvert il y a maintenant 2-3 ans je crois. J'ai encore un livre à lire de leur part, mais qui pour moi ne va pas forcément avec l'été, donc je vais attendre un petit peu. Il s'agit du duo Ludovic Manchette et Christian Nimiec. Alors j'avais lu d'abord Alabama 1963, qui était cette enquête qui se passait donc dans les années 60 en Alabama. On va tomber sur un vieux détective qui a été un petit peu mis à la retraite de force parce que un peu trop de boissons, un peu trop de bagarres, et il va s'emparer d'une affaire qu'il n'a pas du tout envie de traiter, mais des petites filles noires disparaissent dans la région, et évidemment tout le monde s'en fout, personne ne mène l'enquête, la police ne prend absolument pas ça au sérieux, sauf que lui, il y a une famille qui vient le chercher pour mener l'enquête. Vu qu'il a rien à faire et que ce serait peut-être un moyen de gentiment se remettre sur les rails des enquêtes, il se dit qu'il va prendre cette enquête pour un petit peu redorer son blason. Donc il s'y met. Petit problème, cela dit, c'est que si lui aime pas trop les noirs l'aiment pas trop non plus. Donc il a un peu de la peine à aller mener son enquête du côté des quartiers noirs. Il va donc s'associer à une femme de ménage noire qui travaille dans les beaux quartiers, qui elle va un petit peu pouvoir aller guigner dans certains endroits où lui n'a pas accès, et les deux vont former un duo absolument sublime que j'ai adoré découvrir. On a aussi une narration qui, là pour le coup je l'avais faite en audio, était géniale, j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance et évidemment ce duo qui est absolument fantastique. Il fait chaud, il fait moite, il fait voilà, mais tu es à fond avec eux, tu es dans cette histoire et franchement je pense que je prendrais énormément de plaisir à relire leurs histoires. Alors heureusement ils en ont eu d'autres, mais je trouve que leur style est hyper complémentaire. Tu peux assez difficilement différencier qui écrit quand. En tout cas, je n'ai pas cherché à le faire parce que vraiment, je trouve que l'osmose entre eux deux est parfaite.
Est-ce que je le classe un tout petit peu plus au-dessus? Peut-être, avec America, de ces deux mêmes auteurs. Là, on va vivre un road trip avec une jeune adolescente qui part à la recherche de sa sœur, sa grande sœur, qui a un an de ça est partie, décider d'aller vivre sa vie, Hollywood, faire carrière, etc. Sauf que depuis, on n'a vraiment plus de nouvelles d'elle. Elle commence vraiment à s'inquiéter, on est dans les années 70, donc voilà, la communication c'est pas super top. Elle décide, un peu sur un coup de tête, de partir en autostop pour retrouver sa sœur, et elle va faire plein de rencontres tout au long de son voyage. Alors il y a des rencontres où clairement j'ai eu très peur pour elle, parce que en tant que maman tu te mets forcément à la place des parents qui doivent bien se demander mais où sont passées leurs filles, là en l'occurrence vu qu'elles sont les deux parties. Et il y a d'autres moments où je me suis dit laisse-toi porter par la nostalgie, par cette musique, par ces rencontres, ces gens qu'elle va avoir sur son chemin. Des moments où clairement elle va s'en sortir mais à pas grand chose. Et c'est très feel good alors qu'il y a ce côté des fois un petit peu instant de tous les dangers. Mais t'as envie d'y croire. Tu sais que elle peut le faire. Et elle va le faire. Et franchement c'était magnifique à lire. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'aime les histoires de famille, de génération, de choses qu'on se transmet d'année en année, et j'ai beaucoup aimé, il y a maintenant un sacré moment, le livre Eden, que j'ai plu parce que je l'ai offert à quelqu'un tellement je l'avais beaucoup aimé. À un moment donné, il y a des livres dans ma bibliothèque, je dois m'en séparer par manque de place, très clairement. Donc certains, même que j'ai beaucoup aimé, je décide de les offrir un peu plus loin et de leur donner une seconde vie. Là, on va se transmettre une maison, voilà, qui tombe un petit peu en ruine, hein, qui commence à être un peu chère à entretenir, mais c'est la maison de vacances de cette famille qui a vécu tous ses étés dans cette maison et qui commence un petit peu à se faire du souci sur la santé de leur mère et grand-mère, qui est un petit peu la femme qui a vécu l'emménagement dans cette maison, la construction de cette maison. À travers son histoire à elle, leurs souvenirs à eux, on va un petit peu reconnecter toutes les briques et découvrir tout un pan de leur histoire familiale qu'on ne soupçonne absolument pas. Il y a des secrets, il y a des squelettes dans les placards et c'est absolument tout ce que j'aime. On est vraiment dans un esprit hyper balnéaire, petite île aux États-Unis avec vraiment un truc très comment dire. Je pense que vous voyez ces grandes étendues de plage, mais avec quand même passablement de nature, de végétation qui s'incruste comme ça dans le sable. Pour moi, je voyais typiquement ce genre de plage-là, avec cette bicoque en bois, là au milieu, où il n'y a que eux, et leurs histoires de famille. Ensuite, nous avons Rebecca de Daphné du Maurier, que j'avais lu en numérique pour une lecture commune qu'on avait fait avec les Moldus, si je me souviens bien, je crois qu'on avait lu toutes ensemble. Je me souviens pour ma part que j'avais adoré cette lecture. J'ai vu, il y a quelques années de ça maintenant, une des dernières adaptations qui était sympathique. Je pense que j'en regarderai plutôt une plus ancienne, qui me paraît peut-être un peu plus proche du souvenir que j'ai de cette histoire. Rebecca va nous raconter l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse, qui va se marier et qui part donc vivre dans la demeure de son mari. Quand elle y arrive, elle se rend compte que la précédente épouse, qui est décédée, est encore très très présente dans les lieux, notamment avec la femme de chambre, avec tout plein de souvenirs, d'objets qui lui appartenaient. Et plus elle va essayer de se faire sa place dans cette nouvelle maison, et aussi dans sa nouvelle vie en tant qu'épouse, plus elle va se rendre compte que l'ombre de la précédente épouse est quand même encore très très présente chez tout le monde, même jusque dans les murs de la maison. Donc c'est plus fort qu'elle, elle va commencer à se poser des questions sur les raisons de sa mort. Et ça va partir en enquête, et on est vraiment là encore une fois sur une maison à presque flanc de falaise, on va dire. En tout cas, il y a la mer pas très loin, vu qu'ils ont un hangar à bateau. Elle va beaucoup aller là-bas aussi. Des grandes fêtes, tu sais, qui tirent jusqu'au bout de la nuit, avec plein de lumière, etc., etc. C'est beaucoup de souvenirs aussi qui sont mélangés entre l'épouse actuelle et l'ancienne épouse. Un petit peu de ce genre de souvenirs qui se mélangent. Et moi, je me souviens que j'avais adoré cette histoire. Je trouvais que l'ambiance même que Daphné du Maurier avait mis dans cette histoire était folle, et que là encore une fois vraiment ça me ferait plaisir de le relire pour vous dire. Et le dernier que je n'ai plus en ma possession parce que là je l'ai prêté à une copine, c'est Nous étions merveilleuses de Laure Rollier, que j'ai lu il y a 4 ans je crois plus ou moins. Je me souviens que c'était notre voyage en Italie et j'avais tellement chaud dans ce Airbnb, c'était un enfer qui était très très mal ventilé, on n'arrivait pas à se rafraîchir, et donc je me souviens encore être posée dans le lit vraiment, mais pour te toucher le moins possible en plein après-midi, parce que dehors c'est encore pire à ces heures-là, et être en train de dévorer ce bouquin qui paye pas de mine, et me sentir mais tellement en osmose avec ces personnages. On va rencontrer des copines qui, l'été de leurs 19 ans, ont fait un voyage tout ensemble.
s'est passé quelque chose à l'issue de ce voyage, on n'en entendra pas parler avant un bon bout de temps, vu que des années plus tard, elles décident un peu pour le fun, pour se souvenir, un peu se rappeler un moment de nostalgie, de refaire ce même voyage, maintenant qu'elles sont adultes, chefs d'entreprise, mamans, enfin bref, leur vie a évolué, a changé évidemment. Donc elles refont le trajet le même, et à travers ce trajet, on va justement revivre un petit peu les événements du premier voyage, mélangés à celui du deuxième, et avoir un petit peu gentiment des indications sur ce qui leur est arrivé pendant ce voyage. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un côté très feel good, mélangé à un côté un petit peu drama quand même, mais juste ce qu'il faut. Donc t'as vraiment la partie feel good qui pour moi prend le dessus, le côté vraiment bon enfant, copine, un peu déjanté, un peu... on n'a pas de responsabilité. Faisons comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas une vie qui nous attendait à la maison, et juste profitons de la vie, profitons de nous. Et c'était ça surtout que j'avais beaucoup aimé dans cette histoire, ce côté très sororité, très copine, tu vois. C'était hyper chouette à lire, et c'est très court, donc c'est très simple et efficace, ça va droit au but, tu perds pas de temps spécifique. Franchement, ça l'a fait pour moi. Je vais continuer à les prendre dans un ordre absolument pas préétabli, donc ça vient comme ça vient. Celui-ci, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, c'est Été anglais, le premier volume de la saga des Casalettes de Elizabeth Jane. Si vous avez aimé la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge, vous allez aimer ce premier tome. Je ne sais pas ce que valent les autres, parce que vraiment je n'ai lu que celui-ci, et celui-ci se passe spécifiquement durant 2 étés, celui de 1937 et 1938. Donc après, on sait très bien ce qui se passe, hein. Voilà, ce qui leur pend au nez, là on sait ce qui va leur arriver. Par contre, j'ai adoré ce côté très famille, avec un grand domaine qui va passer toutes ses vacances dans ce domaine, tous ensemble, avec tous les cousins, les tontons, les tantes, et tout et tout. Ça donne un côté hyper chaleureux à l'intrigue, alors que, honnêtement, il leur arrive pas grand-chose dans ce premier volume. Mais tu t'attaches à eux, t'as envie de les accompagner entre voilà, les péripéties des enfants qui vont faire un peu des gaffes, qui vont se poser des questions auxquelles tu sais, il n'y a que les enfants qui peuvent se poser ce genre de questions, les adultes qui ont d'autres préoccupations, bien sûr, les femmes comme les hommes. Et ouais, ce joyeux mélange, franchement j'ai trouvé que c'était très très efficace. Petite mention d'ailleurs pour la narratrice qui fait la version audio, j'ai trouvé que ça aidait tellement à se projeter et à être en osmose avec la famille. Je l'ai en papier, là je vous le montre, mais j'ai dû lire, je pense, 5% de la version papier, alors que finalement j'ai quasi que écouté la version audio. Un Pitt Fromm, et oui parce que ça faisait longtemps. Donc je vous présente Lucy in the Sky de Pitt Fromm. Lucy est une jeune fille de 14 ans qui, ma foi, a une vie un peu particulière avec des parents un peu particuliers et qui elle-même est une petite fille un peu particulière du coup. Voguer à travers la vie comme elle peut, avec les armes qu'elle a et pas toujours avec le support familial dont elle aurait vraiment besoin. Il va pas se passer grand chose dans ce bouquin, on va vraiment suivre la vie de Lucy, mais la façon dont Pitt Fromm sait raconter des histoires, on sait qu'on est complètement subjugué, embarqué avec Lucy, avec ses idées, avec son franc-parler, avec sa tête un petit peu dure comme du bois par certains moments. J'ai beaucoup aimé la rencontrer, j'ai hâte de la retrouver, il me semble, dans un livre que Pitt Fromm vient de sortir et qui, je crois, va réunir des personnages de 2 de ses autres romans, notamment Lucy in the Sky. Comment vous parler d'été sans vous parler de beignets de tomates vertes ? S'il vous plaît, impossible, je ne peux pas ne pas le mentionner. Ce livre, si vous ne l'avez toujours pas lu, je ne sais pas comment vous convaincre plus que de le lire. Vous aimez l'effet petite ville, vous aimez le côté un peu lent comme ça, justement, tu sais, qui s'étire dans les étés infinis, un petit peu ce que j'avais dit l'été dernier avec ma vidéo sur les étés de nos enfances. Beignets de tomates vertes m'avait fait penser à ça, il était d'ailleurs mentionné dans cette vidéo, je le rementionne cette année parce que c'est un incontournable pour moi. On ne peut pas passer à côté de beignets de tomates vertes parce que c'est juste absolument trop beau et tendre. Le film est très beau aussi, si vous avez l'occasion de le voir. Il y en a une d'entre vous d'ailleurs qui m'a écrit dernièrement, qui m'avait dit qu'elle l'avait enfin lu et qu'elle avait trop aimé et qu'elle me remerciait de l'avoir conseillé, donc vraiment foncez. Qui dit été dit Taylor Jenkins Reid, eh oui. Alors je n'ai pas encore lu, il me manque plusieurs hein, de l'autrice, vraiment je suis pas à jour, c'est pas grave. Moi je vous présente bien sûr Les 7 maris d'Evelyn Hugo, la base, et Les sirènes de Malibu, un petit peu moins la base mais que moi j'ai bien aimé quand même. Je les mets tous les deux dans des lectures plutôt estivales, alors celui-ci très clairement parce que Malibu, années 80, en plein été, donc on est vraiment à fond dans le thème. On va rencontrer une fratrie qui chaque année organise une fête pour un petit peu célébrer le début ou la fin de l'été, je ne sais plus. Problème, il va se passer un incident, un incendie plutôt, et la maison va prendre feu.
On va ensuite revenir en arrière, donc nous on commence l'histoire en sachant que la maison a pris feu et que la fête a dû s'arrêter, puis on va revenir en arrière sur ce qui s'est passé 24 heures avant, 48 heures avant, et aussi ce qui leur est arrivé dans leur enfance, comment ils en sont arrivés là, etc. etc. C'est pas des histoires où il se passe follement des trucs de dingue, mais c'est juste que t'es prise, je sais pas comment ils font, ces gens qui savent juste t'embarquer avec pas grand chose. Je trouve ça tellement efficace. Et les sirènes de Malibu m'a exactement donné cette impression. Évidemment, on a un petit peu le même type de schéma de narration avec les 7 maris d'Evelyn Hugo. Là, on va rencontrer donc Evelyn Hugo qui veut devenir actrice et qui va un peu se donner tous les moyens d'y arriver, quitte des fois à accepter certaines choses qu'elle n'aurait peut-être pas acceptées en d'autres termes, d'autres conditions, faire croire à certaines choses pour qu'on la laisse tranquille sur d'autres aspects de sa vie. Et on va, à travers une biographie qu'une jeune journaliste doit écrire sur elle, découvrir qui elle était, comment elle en est arrivée là, et qui est réellement cette grande dame du cinéma. J'en ai mis des post-it sur ce livre. Absolument splendide, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis sentie mais tellement proche et éloignée en même temps de Evelyn, mais c'était hyper touchant. Et puis bah pourquoi en été? Parce qu'on a ce côté un peu fast Hollywood, les grandes maisons, tu sais, qui surplombent l'océan, donc forcément que ça te donne un peu cette image de il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Pour moi, c'est une lecture que j'ai faite en été et ça me rappellera toujours l'été. Petite romance avec un Sarah Morgan. Je vous en parle pas toujours, mais Sarah Morgan, pour moi, c'est un peu une valeur sûre. On peut avoir un petit qui tout double, hein. Des fois ça passe, des fois ça casse. Souvent ça passe. Si vous cherchez des petites romances absolument trop mignonnes, contemporaines, légères, avec très très peu, hein, voire pas du tout de spicy, si les scènes de S entre les personnages, ça vous intéresse pas, franchement, Sarah Morgan, pour ça, elle est top, parce qu'on s'en fout un peu de ce qui se passe dans leur pieu. Nous, on est là pour savoir ce qui va se passer dans leur vie. Et surtout, on ne s'intéresse pas que à leurs petites histoires d'amour. On s'intéresse aussi à tous les protagonistes autour. Là, on a Flora qui a rencontré Jack, l'homme idéal. Sauf que Jack a perdu sa femme il y a de ça quelques années maintenant. Il a 2 filles, dont une adolescente et une plus jeune qui doit avoir une dizaine d'années. Et bon, ça va être dur de faire sa place dans cette nouvelle famille. Ils décident de partir tous ensemble en vacances, donc t'imagines bien que l'ado, elle est pas du tout ok que la nouvelle copine de son père parte avec eux, ne veut pas que cette dernière prenne la place de sa mère. Évidemment, il va y avoir un peu d'eau dans le gaz, mais justement, je trouve qu'elle arrive, sous couvert d'une romance, nous raconter plein d'autres histoires, pas que une romance, une histoire de famille aussi. Non, je trouve franchement qu'elle le fait bien, parce que comme ça, on s'intéresse pas que aux protagonistes qui tombent amoureux. Oh mon dieu, j'avais oublié à quel point il était énorme celui-ci. Non mais regardez la taille de ce machin. Pourtant, je l'ai dévoré. Il s'agit des Ombres d'Adelaide Hills de Kate Morton. C'est le dernier en date. Oh, j'aimerais tellement qu'elle ressente quelque chose. Bref, les Ombres d'Adelaide Hills, je vous en parle alors que ça se passe à Noël. Mais comme on est en Australie, bah évidemment tout est inversé. Donc au moment où l'histoire se déroule, il fait beau et chaud. On a un sombre mystère qui entoure une famille qui s'est endormie dans leur énorme jardin-parc lors d'un pique-nique et qui ne s'est jamais réveillée. Toute la famille est décédée ce jour-là. Et des années plus tard, comme toujours chez Kate Morton, on joue sur la double temporalité, on va retrouver une jeune femme qui revient en Australie dans la maison de sa grand-mère, je crois, pour un petit peu faire le point, enquêter justement sur différentes choses, et elle est intriguée par cette histoire qu'elle a toujours connue parce qu'on lui a raconté, mais elle se dit, ça s'est quand même passé pas très loin de où vit ma grand-mère, je vais quand même aller voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc elle va gentiment enquêter là-dessus, mais c'est pas évident, elle sent bien qu'il y a beaucoup de gens qui savent des choses mais qui ne veulent pas trop en dire. Kate Morton, elle est assez forte pour te créer des ambiances, des univers comme ça assez pesants, assez lourds. Il y a des mystères qui sont beaucoup plus évidents que d'autres. Celui-ci aura réussi à m'avoir parce qu'à la fin, tu n'as pas qu'un seul twist, tu n'as pas qu'un deuxième twist, tu as 3 twists au final. Donc même si j'en ai vu venir 1 ou 2, il me semble, le 3e m'avait complètement laissé sur le et j'avais adoré. Voilà, tout simplement. Tu commences et tu ne peux juste plus t'arrêter. Les prochains, je me souviens vous en avoir parlé dans la vidéo de l'été dernier justement, mais c'est pas très grave, je vais quand même me réarrêter dessus rapidement. Virginie Grimaldi, c'est une autrice que j'ai lu qu'une seule fois, je crois. J'ai lu une fois un Virginie Grimaldi, c'était Les Grands Temps de rallumer les étoiles. Ensuite, j'avais essayé d'en lire un deuxième, et j'avais dû abandonner parce que vraiment, rien n'allait, je trouvais cette histoire absolument pas intéressante, alors que j'avais adoré Il est grand temps de rallumer les étoiles. Vraiment, celui-ci m'a fascinée, enfin j'ai trouvé vraiment hyper plaisant à lire. Peut-être parce que, encore une fois, on est sur une histoire de famille, entre une mère qui ne sait plus trop sur quel pied danser avec ses 2 enfants,
dont une ado, une plus jeune, qui sont franchement un peu dans des situations pas simples de leur vie. Et un beau jour, elle décide de mettre les voiles, de prendre ses gamines sous le bras, de les foutre dans un camping-car et de tracer la route. Alors, la première, tu penses bien, est absolument pas ravie de devoir quitter internet, téléphone, copain-copine, etc. Mais finalement, on le sait bien, ça va lui faire le plus grand bien. La deuxième est un petit peu plus contente, mais reste un petit peu spéciale quand même, hein, avec ses petites, voilà, ses petites élucubrations à certains moments, c'était vraiment très mignon. Et on a la maman qui, encore une fois, pendant tout le trajet, ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fout là, si elle a pris la bonne décision d'emmener ses filles en road trip sans vraiment être préparée, sans trop savoir où elles vont. Mais je garde un bon souvenir de cette histoire parce que on est vraiment sur quelque chose de très familial, de très sororité encore une fois, entre filles. La transmission aussi de savoir et d'histoire entre une mère et ses filles, ça m'avait beaucoup touchée à l'époque, j'avais trouvé ça très mignon, très tendre, très feel good, et ça marche. Ça marche aussi avec Souvenir de Marnie, ça aussi je vous en ai parlé l'année dernière, ça c'est de Joanne Robinson. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que justement ça m'a rappelé ces étés de nos enfances où tu pars le matin, t'as l'impression que t'as fait 18 heures dans la forêt et qu'aucun adulte s'est soucié de où tu étais, alors qu'au final, en réalité, je pense que t'en as pas fait si long, tu vois. T'as peut-être dû partir 1 ou 2 heures à tout péter, voire peut-être des fois même pas, c'est juste que toi, dans ton imaginaire d'enfant, tu es persuadé que personne n'en avait rien à faire où t'étais, que t'étais libre comme le vent et que tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est un petit peu ce que m'a rappelé l'été de Anna, qu'elle va passer là-bas chez ses... C'est pas ses grands-parents, je crois, c'est des amis de la famille qui acceptent de la prendre parce que, bah voilà, passer un été dans la grande ville, bof, c'est quand même plus sympa d'être au bord de la mer et de pouvoir courir à travers les dunes. Et sauf qu'un jour, elle va faire la rencontre de Marnie, qui est une petite fille qui semble habiter dans une maison assez perdue et qui est pas toujours accessible. Donc Anna va à plusieurs reprises passer des journées avec cette Marnie. Et je vais pas vous en dire plus parce que j'ai, moi personnellement, été un petit peu subjuguée par ce côté un peu mirage peut-être de l'histoire, que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a une adaptation chez Ghibli, je crois, si je dis pas de bêtises, qui existe. Et peut-être que je la regarderai un jour. Il faudrait que je voie pour la trouver. Mais l'histoire en tout cas m'avait fascinée. J'avais trouvé ça tellement, tu sais, un peu suspendu. Le temps sur pause, le temps de cette histoire-là, et c'était parfait. Celui-là, je crois que je vous le présente rapidos, parce que je vous le présente tout le temps. C'est Nos âmes la nuit, de Ken Tarouf. Eh oui, je sais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Après, il est tout petit, donc vraiment, si vous perdez vraiment pas grand-chose à le lire, parce qu'il est vraiment très bien, il fait moins de 200 pages. Mais c'est vrai que le film, avec Francis Ford... Non, pas Coppola, qu'est-ce que je raconte? Rien à voir. Robert Redford? Je crois que c'est Robert Redford. Et Jane Fonda, ça c'est sûr. Parce que des romances entre des personnages qui ont soit notre âge, soit un peu plus jeunes, on en a à plus savoir qu'en faire. Des romances entre des personnes âgées, bah c'est vachement moins vendeur, donc il y en a beaucoup moins. Et pourtant, j'ai trouvé que cette histoire était tellement belle et tendre et touchante. Les deux sont veufs et veuves, et ils habitent l'un à côté de l'autre, ou l'un en face de l'autre, dans la petite ruelle. Ils vont un petit peu se soutenir, ils vont s'apporter le courrier, ils vont se faire une course, et tout. Et petit à petit, en fait, l'un et l'autre vont se rendre compte que passer du temps ensemble, c'est quand même très agréable de pas se sentir tous les soirs tout seul, de pas manger tout seul, de pas ruminer et tout, tous ces souvenirs, etc. Et donc, ils vont commencer une histoire. Mais les enfants et le reste de la famille sont pas trop chauds pour cette histoire. Et c'est là que ça commence à partir un peu en cacahuète. Quand tu dis romance estivale, il y a une autre personne à qui tu peux très très fortement penser dorénavant. Pour moi, c'est Carly Fortune. Elle a sorti Every Summer After, qui a été le premier, je crois, et en tout cas le premier que j'ai lu, qui est en français sous le titre Tous nos étés. Et cette année, j'ai lu Meet Me at the Lake, qui est aussi sorti, mais alors je sais plus le titre en français, je vous remettrai sa couverture ici si ça vous intéresse. Ça, très ambiance vacances. Au Canada, donc ça change un petit peu, c'est plutôt chouette, parce qu'on n'est pas forcément aux États-Unis, on est au Canada. Dans le premier, on va rencontrer deux adultes qui ont grandi ensemble, ils se sont rencontrés sur leur lieu de vacances et tous les étés ils se revoyaient là-bas. Petit à petit, ils sont un peu tombés amoureux, mais sauf qu'il s'est passé un truc, donc tu sais plus pourquoi ils se parlent plus aujourd'hui, mais tu vas le découvrir. Voilà, donc là, romance de vacances plus parce que t'as le côté ado de quand ils étaient vraiment plus jeunes, et leur côté adulte aujourd'hui où ils essayent un petit peu de recoller les morceaux. Et dans Meet Me at the Lake, c'est un petit peu le même schéma. On a deux personnages qui se rencontrent à leurs 22 ans, ils vont passer la journée ensemble, ils vont vraiment matcher
beaucoup très fort, et plutôt que de s'échanger leur numéro ou leur profil ou que sais-je, ils vont se dire bah on se retrouve dans un an, pile poil, à telle heure, à tel endroit. Sauf que l'année suivante, notre héroïne Fern se rend compte que Will n'est pas là. Il ne viendra pas, il ne s'est pas pointé et donc il n'a pas tenu sa promesse. Elle a bien essayé de le retrouver, ça ne l'a clairement pas fait, et le temps a passé. Ma foi, voilà, elle a essayé de l'oublier. Elle reprend gentiment les rênes du coin de vacances que tient sa mère, au bord d'un lac au Canada. Et un beau jour, qui c'est qui débarque avec 9 ans de retard? Will Baxter. Ta-da-da. Et donc là tu raccroches, là encore une fois, les morceaux entre le passé, le présent, tic tic tic, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est pas pointé? Et ben, on le sait à la fin du livre. Encore heureux. Et je termine avec une petite part de fantaisie et de fantastique pour cette sélection très estivale. C'est vrai que c'est pas forcément des thèmes que je lis beaucoup en été, c'est plutôt à d'autres périodes de l'année, mais il y en a quand même un petit peu. Avec bien sûr Stephen King et ça, parce que alors le monde de Derry en plein été, je signe, vraiment, j'ai le tome 2 encore à lire, je sais, mais le premier m'a fait tellement une bonne impression, une bonne ambiance, un truc vraiment où tu te sens englué dans ce côté un peu horrifique. Mais en même temps, la magie chez King, c'est ça, c'est que le mal, il est très présent, mais il n'est jamais complètement palpable et visible. Voilà, ça joue beaucoup sur les peurs des enfants, sur les peurs qu'on a tous et toutes eues, hein, n'est-ce pas, le fameux j'ose pas aller dans mon lit parce que j'ai peur qu'on m'attrape la cheville par-dessous, ou bien que sais-je, enfin... Bref, il est très très fort pour jouer là-dessus, il est très fort aussi pour raconter des histoires du point de vue des enfants, je trouve. Il y a un truc, il sait manier la plume du point de vue des enfants. Je sais pas comment il fait, mais vraiment, il a gardé son âme d'enfant encore maintenant, je pense, parce que... Pour moi, ça l'a fait, c'était génial, j'ai adoré cette ambiance. Je ne pouvais pas ne pas vous présenter du thé pour les fantômes. Je vous l'ai présenté dans ma sélection de fantasy et fantastique préférée il y a 1 ou 2 mois de ça, plus ou moins. Je le mets dans cette sélection estivale, pourquoi pour moi, il ne va pas dans une sélection automnale, parce que beaucoup veulent le lire en automne, parce que du thé pour les fantômes, et je comprends parfaitement, hein. Moi-même, je crois que je l'ai lu au tout début de ma pioche de lecture automnale, donc j'étais encore un peu dans cet entre-deux il me semble. Donc si vous avez l'occasion de le lire à une période où il fait pas très beau, mais où il fait très chaud, l'ambiance elle sera nickel. Je me rappelle encore avoir lu un passage, j'étais là, posée, il pleuvait des cordes dehors, il y avait un orage absolument incroyable, et j'étais mais dans mon meilleur moment quoi, et j'étais là, et je bouquinais, et c'était trop bien. J'ai adoré cette histoire. On va rencontrer 2 sœurs qui ne se sont plus vues depuis un paquet d'années, sauf que là leur mère est mourante. Donc elles n'ont pas trop le choix que de se retrouver un peu quand même. Déjà pour aller voir si leur mère va peut-être mourir, ou si elle est déjà morte, ou comment elle va. Parce que leur mère vit dans un endroit quand même très éloigné, très haut, très alpin. Et on va donc se retrouver, il me semble, dans les Alpes italiennes à un moment donné. Donc il fait chaud, il fait beau, et en même temps t'as ce côté très mystique entre ces 2 sœurs. L'une est passeuse de fantômes, l'autre est sorcière. Et les deux ont beaucoup de rancune l'une envers l'autre, envers leur mère, et envers, en fait, finalement, tu sens tout le bagage familial qu'elles ont dû se trimballer depuis toutes ces années, quoi. Si vous avez l'occasion de le trouver en audio, franchement, foncez, parce que... Oh my god, je l'ai fait en 50-50, je crois. 50% livre papier et 50% audio. La narratrice, elle est trop douée. J'étais à fond dedans, t'es vraiment Père Castor, raconte-moi une histoire, quoi. Comme une enfant, vraiment. Et la plume, oh my god, vraiment. Absolument magnifique, j'ai adoré cette histoire. Et le dernier, c'est pour les amoureux. Oh, j'aurais pu présenter ça. Ça me fait penser, ce livre-là me fait penser à un autre livre, donc je vous en parle après. Je le rajouterai dans la liste. J'ai un peu oublié. Celui-ci, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais moi je l'ai plutôt bien aimé. C'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, qui reprend un peu qui remanie à sa sauce certains contes. Là, évidemment, c'est celui de la petite sirène, mais alors, très très lointain. Hein. Donc là, les sirènes, elles sont vraiment pas gentilles du tout. Leur but, c'est arriver à un certain âge, elles doivent manger le cœur pas d'un pirate en l'occurrence, plutôt de quelqu'un d'assez fortuné, un prince ou un roi, ou enfin voilà. Et ça leur permettra d'atteindre un statut plus loin. Donc notre héroïne est prête, elle va forcément passer à l'action, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu, parce que le prince il est plutôt très charmant, elle va se retrouver dans la merde, et elle va devoir partir à l'aventure avec eux finalement.
Voilà, donc moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez original et franchement j'ai passé un bon moment, c'était plutôt cool. Donc voilà, Le Royaume Assassiné, je sais qu'elle a fait d'autres réinterprétations de contes après, sous un format un peu fantasy fantastique, je les ai pas lus, mais celui-ci pour moi était très chouette. Et celui auquel ça m'a fait penser, bien sûr, c'est La Principetta et le Capitaine. Évidemment, bateau, tout ça, pirates, aventures sur les mers et tout et tout. Oh, si vous n'avez toujours pas lu La Principetta et le Capitaine, mais qu'est-ce que vous attendez? Donc voilà pour cette sélection estivale, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces romans que personnellement j'ai beaucoup aimé. Et vous, évidemment, je suis toujours curieuse de savoir pour vous quelle est la lecture estivale par excellence. Je suis curieuse et j'attends vos commentaires là-dessus. Merci encore à Next Story d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour de prochaines lectures.